Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur Acropolis, bienvenue dans Party Time et bonne année tout le monde. Salut bah voilà, c'est parti. Fimat qui se réabonne au niveau 1 depuis 12 mois, bravo, 1 an. Et je crois que tu devras avoir droit à quelque chose, un badge 1 an, n'est-ce pas? Tout à fait, normalement, j'ai créé il y a peu, incessamment sous peu, bref, Bref, j'ai créé un badge 1 an incroyable. voilà, bonne année Bonne année. Raphaël. Et bonne année à toi aussi, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle saison. Et oui, le Père Noël est généreux avec toi? Très généreux, et un peu trop même, on peut le dire. Ah bon, c'est bien, bourré gâté, ok. Tout Alors, à fait. j'ai quelque chose à faire avant, attention. Voilà, c'est fait. Et puis Bravo, ensuite, félicitations. Perceval, ah bah c'est la pluie. Nibal, merci à toi. Et surtout, Debout la France, comme tu le dis. Perceval, bonne année Zoldru, bonne année Adrien, bonne année Debout la France, bonne année le ministère des Relations Merci, avec les Transpalettes. Merci. Merci Perceval, à toi aussi. Merci Perceval. Je te remercierai pour autre chose tout à l'heure. T'oublies pas. Salut à tout le monde. Ah oui, non, mais c'est secret, c'est pas secret. Oui, puisque... Bonne année à toi aussi, Julie. Agitation. Comment ça, je suis tout petit? Non, voilà, je suis grand. Ouais, mais après, sinon, je suis. Voilà. Je peux t'agrandir. Non, c'est bon, c'est bon. Non, je crois que c'est moi qui étais justement raptici parce que je crois qu'il était trop grand en fait, non. Raptici. Bon, alors dites bonjour à Raphaël, hein, qui désormais s'occupera de la réalisation des émissions tous les jours, ou presque, tout le temps en fait. En fait, voilà, Sylvain a été viré, j'ai réussi à le faire virer un peu, donc je suis désormais à la régie à plein temps. Incroyable. Ton plan a fonctionné finalement. Mon plan a totalement fonctionné, oui. Bien, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Bonjour à toi, donc Perceval, Nibal, Fitonde, salut Ecladus, merci pour le petit mignon. Azuric, bonjour à toi. Debakagod, oui, les vacances, et oui, bonjour à toi également. Omega64, bonjour. Quelqu'un avec un pseudo en jaune. Piaria Daiki, ok. Salut. Et ben voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Et alors, donc Sylvain reste maintenant côté bureau et administration, sa passion, hein, vous savez. Bah, il adore remplir des papiers. Hein, voilà, ça, remplir des papiers, contacter l'URSSAF, pour toi, bien sûr. Absolument. Ah ça a dû être un grand moment encore. Je pense qu'il a adoré. Il en a même tweeté là-dessus. Il a fait un papier pour l'URSSAF le 31 décembre. C'était pour fêter un peu le réveillon. Quoi. Ouais, complètement. Il a dû faire ça à 17h30 en plus. Tout à fait. Merci Benaf pour ton abonnement, 3 mois d'affilée, et bonne année à toi aussi. Merci pour ton bonne année à tous. Et oui, vous savez, c'est la première fois que j'ai l'honneur d'ouvrir les lives d'Acropolis après une pause, en l'occurrence là, les vacances de Noël et du jour de l'an. Et donc, grosse pression, comme me l'a dit Raphaël hors antenne. Ah bah évidemment. Ton année se joue là maintenant. Hein, complètement. À tout moment, tu peux être remplacé la semaine prochaine. Hein, je te le dis. C'est ça, je sais, c'est la précarité. On est sur une chaise éjectable tout le temps. Tout à fait. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté et l'excitation de ce métier, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce qu'il fera des vlogs d'administration? Demande Nibal01. Ah bah ça, il faut demander à Sylvain, effectivement. Un vlog un peu spécial où je remplis un formulaire, un CERFA. Et je vais vous expliquer comment il faut faire. Tu sais que ça existe. Hein. Moi, quand j'ai dû créer mon auto-entreprise, j'avais des mecs qui avaient fait des vidéos tuto pour justement apprendre à créer son entreprise. Non, mais alors, j'ai créé moi aussi un statut entrepreneurial il y a 2-3 ans. Et enfin, c'est 3 clics, y a-t-il besoin dans un tutoriel? Alors, moi, j'ai un peu galéré. Faut le cacher. En plus, j'ai déclaré des trucs en retard. Je vous le dis clairement. Ah non, mais ça, le retard, tout le monde a. Ouais, mais parce que je sais pas ce qu'il fallait remplir, donc c'est pas clair. L'administration française n'est pas claire. Mais elle réagit vite. On fera comme si on n'avait pas entendu. Non, bien sûr. Mais maintenant, c'est réglé. Hein, ah bon, tu me rassures. Oui, c'est réglé. Ok. Non, parce que bon, on peut reprocher beaucoup de choses à l'auto-entrepreneuriat, hein, mais le fait que ce soit lent, c'est pas ce qu'on peut lui reprocher quand même. Non. Il est streamer URSAF. Ah, ce serait drôle ça, c'est un genre d'ASMR. Eh oui, tiens, merci Benav, bonne idée, ce serait intéressant ça. Bonjour, bienvenue. On va parler du CERFA 14-13 aujourd'hui. L'animation c'est français, c'est pas clair. Du coup, c'est qui? Merci. Alors, Cladus nous dit qu'il y aura un streamer CPAM. D'accord. Ben, tout ça. Évidemment que ça existe des gens comme ça. Après, les gens dans leur boulot, mais ce qui serait drôle, ce serait que l'administration elle-même fasse des vidéos pour expliquer. Mais bon, je crois que ça serait pire que tout en fait. Ouais, je sais pas si faudra qu'ils payent des entreprises pour le faire à leur place, mais je pense qu'il ferait mieux de laisser faire leur administration. Oui. Il y a des gens très bien, faut le dire, hein. Y compris à la CAF, y compris à l'URSSAF, même je pense même qu'au RSI, même au RSI, tu vas pouvoir trouver des gens sympas. Oui, mais en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on a tendance
déverser notre colère sur eux, alors qu'en fait, ce ne sont pas vraiment eux qui sont les fautifs quand il y a des problèmes, etc. C'est ça. Au contraire, ils sont là pour nous aider, et en général, ils sont souvent aimables quand il y a un problème. Ah, moi, je vois que j'ai eu le problème avec les impôts. J'ai écrit, on m'a répondu dans les 48 heures. J'étais Ah super oui, content. bien sûr, ils sont extrêmement réactifs. Hein. Et En voilà. plus, c'était ça. C'était pour C'est 5 plus, euros, tu vois. Donc, C'est pas un plus tout en gros. haut que c'est plus compliqué, mais C'est une autre affaire. Salut à toi, Copfer7. Ils deviennent quoi, Whip? Eh ben écoute, le mieux c'est que tu ailles leur demander en fait, hein, parce que ici ce n'est pas Whip, mais ils ont une chaîne, donc tu peux aller voir. Il y a des vidéos récentes, donc enfin, en tout cas de fin décembre, donc je t'invite à y aller après cette émission si tu veux. Eh bien, donc je vous dis bonne année et vous m'avez pas dit si le Père Noël avait été généreux avec vous pour à la fin décembre, là, pour le 25 au matin. Est-ce que vous êtes réveillé avec des paquets aux cadeaux, des cadeaux au pied du sapin? Parce que c'est quand même ça Noël, hein, on est d'accord, hein, c'est pas revoir la famille, on s'en fout. c'est purement lucratif, purement Intéressé. intéressé Noël. On sait très bien. Complètement. Il y a Donc- des gens qui n'ont pas fêté Noël aussi, hein, on le rappelle. Hein. Il y a des gens qui ne. Ah oui, C'est oui. une religion, ne fête pas Noël. Donc. Ah oui, moi j'ai pas de religion, je fête Noël, hein, donc. Enfin, bon, de bonnes fêtes à vous en tout cas. Je sais pas. Qu'est-ce que je. Non, En tout cas, bonne année. Ça, l'année, c'est la même pour tout le oui, monde. c'est l'année, hein. bien sûr. Bon, alors, vous savez quoi? Je propose qu'on commence l'année. Alors, on va parler d'un sujet que c'était difficile de ne pas en parler, hein, n'est-ce pas? Je propose de commencer par. On va parler des gilets jaunes. Mais non. Mais si, Mais c'est mais fou, si, incroyable. des gilets jaunes. C'est incroyable. C'était inattendu. Et on va parler aussi après du grand débat, parce qu'il y a plein d'interrogations et ce sera l'occasion d'en discuter entre nous, hein, savoir un peu ce qu'on va faire. Attends. Ah non, ok. CPA Mode, ok, je crois que c'était Whip qui avait arrêté, j'étais très surpris. Euh, Oui, si tu as raison, Ecladus, nous n'insulterons personne dans le chat. Et l'insulte ne passera pas par moi et ni par Raphaël d'ailleurs. Ensuite, eh bien, je vous annonce que donc, nous avons un invité politique aujourd'hui pour commencer l'année sur les chapeaux de roue. Il s'agit donc de Martin Barbier-Saint-Hilaire. Il est vice-président de Debout les Jeunes, qui est le mouvement de jeunesse de Debout la France. Et eh bien, donc, comme le veut la tradition, bien sûr, eh bien, je présenterai, avant qu'il arrive, qu'il me rejoigne sur le plateau, le mouvement politique, enfin le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, et dans une moindre mesure aussi, j'essaie de prendre debout les jeunes. Et ce sera justement une des questions que je pourrais lui poser, c'est pourquoi a-t-on si peu d'informations sur Debout les jeunes? Et comme ça, on pourra ensuite, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Commencez à les faire chauffer, mettez-les de côté, et vous les ressortez vers 15h30 quand donc Martin sera juste à côté de moi. Donc à Zurich, un grand débat citoyen et Acropolis, je vois pas le rapport. Alors ce n'est pas le débat d'Acropolis, hein, bien sûr, hein, encore que je sais pas, on pourrait organiser le grand débat Acropolis. Non, je parle bien du grand débat que l'on pourrait appeler le débat gilet jaune, hein, c'est-à-dire le débat lancé par le chef de l'État comme une réponse à la crise des gilets jaunes. Alors, excuse-moi Raphaël, en fait quand tu tapes ça fait du bruit. Ah pardon, excuse-moi. Ou alors tu coupes le micro? Non mais c'est bon, j'ai terminé. D'accord, Mais oui, merci. t'as raison, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Je n'ai pas le réflexe. Merci. Et donc moi, enfin, je me suis noté là dans la première partie de l'émission, c'est le bordel. Parce qu'en fait, je savais pas par où commencer et je voulais qu'on en profite éventuellement, que vous disiez un peu ce que vous en pensiez, hein, parce que surtout, en fait, bon, les Gilets jaunes, c'est parti comme avec des manifs et des occupations de ronds-points. Donc jusque-là, c'était nouveau, mais surtout parce que c'était arrivé d'un mouvement Facebook sans porte-parole, sans organisation centralisée comme on a l'habitude, hein, comme le font les syndicats, les partis, les associations. Hein, c'est-à-dire que même la marche pour le climat, par exemple, elle est organisée par des associations, des ONG qui font faire un dépôt en préfecture et ils suivent le trajet. Là, en l'occurrence, on avait un mouvement issu de groupes Facebook et quelque chose d'assez inconnu et on ne savait pas où ça pouvait aller. Avec en plus donc une occupation de rond-point qui était un truc du jamais vu parce que les ronds-points, on faisait qu'y passer jusque-là. C'était pas comme les places de ville. Perceval 44, Joanneau rend l'argent du coup. Non, parce que Chantal Joanneau, alors je y reviendrai plus tard, mais elle ne démissionne pas de sa... Elle ne démissionne pas de son poste de présidente de la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui par ailleurs organise d'autres débats publics en France. Alors je ne connais pas les derniers organisés, mais par exemple, elle s'est chargée d'organiser le débat sur le canal Seine-Nord. Vous voyez, donc c'est un gros chantier. Et c'est cette commission qui en fait est chargée d'organiser la remontée des débats, tout simplement, dans toutes les villes concernées, dans tous les territoires concernés, pour
pour des sujets donc d'intérêt public, hein. Ça peut être le Lyon-Turin également, donc ce canal Seine-Nord. Et il me semble que la CNDP s'était occupée aussi du débat sur Notre-Dame-des-Landes. Et il y a plein de projets locaux dont on n'entend pas forcément parler au niveau national, dont le débat est géré par la CNDP. Donc Nibal 01, elle garde les 5% du budget de la CNDP sans briser le grand débat, bon plan. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu fais 5% son salaire? C'est les 5% du budget de la commission? Ah, ça fait beaucoup aussi. Effectivement, 5% quand même. D'accord, ah bah c'est une belle ligne de budget hein, quand même. Bon, après, surtout le salariat, je pense, le budget de la CNDP, mais à Zurich, ce qui est pratique, c'est que les gilets jaunes, c'est tous les gens pas contents, ça peut ratisser largement, peu importe les opinions des gens. Et ben voilà, merci beaucoup. On commence. On commence, allez-y. Vous êtes d'accord ou pas avec à Zurich, s'il vous plaît? Est-ce qu'à Zurich, il a son badge 1 an? Ah non, il arrive quand? Non, c'était pas Zurich, je crois. Si. Ah non, mais ok. Excuse-moi, je te remonte le live. Oui, mais c'est pas grave, j'ai le mien. Non, c'était. Par contre, Perceval devrait avoir aussi. Non, c'était Fimat qui devait l'avoir. D'accord. Parce que bon, moi, pour tout vous avouer, hein, bien sûr, comme beaucoup de gens, je suis un peu perdu avec ce mouvement parce que ça correspond à rien de ce qu'on connaît d'habitude. Il y a eu beaucoup de violence en plus dans les manifestations, hein, surtout à Paris, mais pas seulement. Je parle de Paris parce en tant que Parisien, et puis aussi c'est évidemment les manifestations les plus couvertes par les différents médias, hein, que ce soit Brut, BFM ou n'importe qui en fait. Et il y a eu des flics qui ont tiré sur des journalistes avec des flashballs, des manifestants qui ont frappé très fort. Donc surtout on sait toujours pas qui c'est quoi, mais quand même. Alors Ali Loach nous dit qu'en même temps il y a un paquet de gens floués par les politiques LREM, ils ont bousillé un paquet de trucs. Mais en fait le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'on retrouve dans les revendications des Gilets jaunes des choses en rapport direct avec ce qu'a fait En Marche, à part l'ISF. Effectivement, il y a une suppression quasi totale de l'ISF. Et par exemple, la taxe du diesel qui s'aligne sur celle de l'essence, c'est pas Macron. C'est Hollande en fait. Et ça s'était passé inaperçu parce que simplement les cours du pétrole avaient été descendus. Donc en fait, l'augmentation n'avait pas été visible, des taxes n'avaient pas été visibles à la pompe, puisqu'en fait, bien, comme les cours baissaient, le prix de l'essence stagnait, voire diminuait. Et à partir du moment où les cours sont remontés, et ben là, on a vu les résultats. Donc c'est surtout en fait, voilà, j'aimerais bien savoir si, exactement comme dit à Zurich, les ordonnances Macron, les Gilets jaunes n'en parlent pas tant que ça en fait. C'est les mouvements de gauche qui vont essayer de faire le lien avec les ordonnances Macron et la loi travail. Mais en fait, sinon, dans les choses des Gilets jaunes, on voit des choses très, 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 comment dire, globales, des choses d'ordre général. À part l'ISF, quoi. Ça, l'ISF, effectivement. Et la CSG, sans doute, comme le dit Psix99. Mais la CSG, ouais, c'est sur les retraités, c'est vrai. Mais en plus, ils sont revenus dessus finalement, donc est-ce que c'est encore l'ordre du jour? Hein? Vous en pensez quoi? La SNCF aussi, c'est-à-dire à Zurich. Est-ce que la dépopulation fait la différence entre ceux qui prennent la décision et ceux qui l'appliquent? Demande Perceval. Bien vu. C'est vrai que quand tu te reçois le cadeau empoisonné de la retenue à la source que Hollande a constamment fait reculer pour que ça se passe pas sous son mandat, tu dois être assez content quand même. Parce que... Ah, super, merci. C'est gentil. Vous l'avez gardé pour nous. Malmarx nous dit qu'en même temps, la politique de Macron est alignée sur la politique libérale qui dure depuis la fin des années 80. Et bonjour, je suis en retard. Mais non, tu n'es pas en retard. Car nous venons en fait de commencer, tout simplement. Ça fait à peine un quart d'heure. Et bienvenue à toi et bonne année aussi. Phytonte, l'ISF, elle n'est qu'un test. Je comprends pas cette haine contre ça. C'est-à-dire, Phytonte, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est qu'un test, l'ISF? Parce qu'il y a des effets très concrets quand même. En fait, le principal effet de la suppression de l'ISF, c'est que ça a fait tomber le fait de récupérer les abattements fiscaux, juste les. Quand tu fais un don, tu récupères de l'argent, tu es défiscalisé, voilà. Ça a enlevé forcément la défiscalisation sur les dons quand tu étais bénéficiaire de l'ISF, et donc les associations ont perdu énormément de dons qui étaient faits par des personnes fortunées, en tout cas assujetties à l'USF, qui ont profité pour gagner un peu sur l'impôt. Et donc, effectivement, là, il y a des grosses associations qui perdent beaucoup d'argent. C'est pas 20 000 euros, quoi. C'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions pour les grosses associations. Oui, Phyton, d'accord, c'est un test, il y aura un bilan à la fin de 18 mois. Oui, mais ça, c'est ce qui a été dit après, je crois. Mais alors, les frais d'inscription, Goldavis, il s'agit des frais d'inscription pour les étrangers, je crois. Oui, tout à fait.
Après, on peut en discuter effectivement. Hein. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est juste? Ça, c'est une autre question. Il y a eu quand même des blocages dans les facs aussi en même temps que les gilets jaunes. Donc, Ouais, ça a été assez anecdotique quand même. Il y en a eu, je suis d'accord. Anecdotique, je sais pas, mais. Rennes 2 comme d'habitude, non? C'est toujours les mêmes qui étaient bloqués, ouais, mais bref. Mais c'était avec le mouvement, on va dire, quelque part. Ça accompagnait un peu quelque part. Mad Bab nous dit qu'il y a quand même la diminution des APL, effectivement les 5 € en moins, le doublement du CICE, la logique de privatisation qui se poursuit, Française des Jeux, aéroport de Paris. Oui, ça, effectivement, on peut dire que là, c'est bien Macron et son gouvernement et sa majorité qui mettent ça en place. À Zurich, les Gilets jaunes se rassemblent sur deux choses, je trouve, plus d'argent dans le portefeuille et changement des institutions. Ouais, effectivement. Enfin, ça, alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le changement d'institution, c'est arrivé plus tard quand même. Oui, normalement, il me semble. Via les groupes Facebook où les gens ont cherché une espèce de second souffle pour le mouvement. Essentiellement, en plus, à partir du moment où Macron a quand même lâché 12 milliards en 12 minutes, avec la prime pour l'emploi qui était augmentée, et puis 2-3 autres bricoles quand même. Lors d'une intervention télévisée, quelques semaines avant les vœux, donc c'était un peu redondant, mais bon, on parle pas trop de politique pendant les vœux. Hein. Vous avez regardé les vœux de Macron? Tiens. Est-ce que vous avez regardé les vœux de Macron? Quelle que soit la manière, à la télé. Moi, je l'ai regardé comme un vieux à la télé. Mais est-ce que vous l'avez regardé tu l'as regardé en direct ou tu l'as regardé J'ai regardé en direct, ouais, figure-toi. À 20h avec les copains, on a mis Macron. Ah, je te jure. D'accord. Pour une fois, c'était bien éclairé d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était plus propre que d'autres fois. La fameuse fin du capitalisme. Non, là, je pense qu'il avait bu, là. J'ai trouvé Macron très debout pour la France. Oh, bravo Perceval, tu es en forme aujourd'hui. Ça fait plaisir à notre invité. Oui, il est déjà là, je le vois sourire. Bon, il faut dire que c'est un nom qui peut se prêter à pas mal de calembours. Je pense que tu vas te faire plaisir, Perceval. On a fait une pause Macron le 31, nous dit Bright Moonstar. Oui, nous, ça commençait quoi. Alors, j'ai un petit bling, qu'est-ce que c'est? Non? Je n'ai aucune idée. D'accord, bon, très bien. C'est très étrange. J'ai une alerte, c'est pas des... Ok, c'est pas grave. Non, je ne vois rien. J'ai l'impression que la critique des institutions, c'est venu parce qu'ils ont expérimenté une sorte de micro-démocratie avec les AG quotidiennes sur les ronds-points. C'est possible. Moi, ce que je constate en lisant pas mal d'articles, je ne suis pas allé à la rencontre des Gilets jaunes, j'habite trop loin d'un rond-point, et en lisant aussi leurs textes à eux, c'est qu'ils ont un peu... ils ont découvert aussi le collectif, les gens qui se sont mobilisés. Et parce que c'était tous leur première mobilisation, voilà, pour la plupart, pas de militantisme associatif avant ça, pas de syndicalisme, pas de parti, surtout pas. Et en fait, ces gens, en s'organisant et en se retrouvant et en parlant politique pendant des heures et des heures, ce qui est assez exaltant pour l'avoir fait, ont découvert effectivement qu'ils pouvaient peut-être aller plus loin et demander plus, en tout cas changer les revendications et plus être seulement sur le pécunier, quoi. C'est la NSA qui vient de se connecter, Adrien. Merci Perceval. Ah oui, c'est vrai et puis la DGSE maintenant va surveiller les streams et les chats dans les jeux. Oui. Donc c'est bien. Et c'est pas les gens qui ont redécouvert le logiciel et les politiques, un peu comme les marcheurs il y a 2 ans. Oui, Nibal, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Mais alors les marcheurs, par contre, ils étaient tous plutôt investis. Hein. On peut pas dire que c'est des gens... c'était pas des précaires, c'était pas des gens dans des endroits pas connectés. Donc à mon avis, c'est pas exactement le même profil. À l'IEH, tu regardes toujours les déclarations du père et du Premier ministre, toujours en retard et sur Internet, mais t'en rates jamais. C'est bien, voilà un bon citoyen. Bravo. C'est qui tout doux pour le gouvernement, nous dit Captain Facom. S'il s'en sort, il balaye l'opposition jusqu'aux prochaines élections. C'est un sacré pari, quoi. Et merci Buzzy Elephant et Cœur sur toi également. Et bonne année, les Acropolov. Oh, Acropolov. Et Buzzy Elephant, ça fait 12 mois d'affilée, donc ça fait 1 an. Donc, absolument. Donc normalement, si tu peux écrire un petit mot Buzzy Elephant, nous aurons donc droit au badge des 1 an, s'il te plaît. Montre-le-nous, car je ne sais pas à quoi il ressemble. Oh, c'est pas... Vu le bordel d'une simple assemblée copropriétaire, j'ai du mal à assembler. Imaginez ce système de micro-démocratie. Il y a toujours la blague de la copropriété. Ça revient tout le temps, effectivement. Mais c'est le pire lieu, je pense, de délibération collective, l'assemblée de copropriété. J'en ai pas fait personnellement, mais ce qu'on m'a dit, c'est le pire lieu. Enfin, si, j'ai assisté en tant que locataire à une assemblée de copropriété et les gens se sont enflammés pour un badge, un vigique. Voilà. Pardon, excuse-moi, je t'écoute pas du tout. En fait, je suis en train de régler des problèmes, excuse-moi. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai mis un vent. Alors, quand même, il y a des choses qui se passent. Ah oui, quand on parle de Gilets jaunes, tu pourrais mettre l'image. J'ai fait l'effort de faire un diaporama. C'est toi qui me dis, hein, moi je. Ah oui, pardon.
Hop, j'ai pas fait une. Donc, c'est ça que tu veux, c'est une belle image de ce gilet jaune. Oui, oh ouais. C'est fou. C'est beau. Alors pour Captain Facom, par contre, s'il ne sort pas du bourbier, oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment comment le gouvernement va se sortir de tout ça. Et il y avait une question qui était posée par l'Auvergnat Relou, je crois. Oui, bonne année à toi aussi, l'Auvergnat. Benalla a-t-il rendu les passeports? Je crois qu'il a fini par les rendre quand même. Et on est désolé, finalement, ça pique les yeux, mais ce sont les bandes réfléchissantes, c'est fait pour ça, hein. Vous savez que ce gilet jaune, à l'origine, c'est un équipement de sécurité pour les bords de route, hein. Il est obligatoire dans tous les véhicules, avec le triangle réfléchissant, et vous devez l'enfiler quand vous êtes en panne sur un bord de route, afin bien sûr d'être visible et de ne pas être tapé par une voiture, tout simplement, hein. Et en fait, justement, le retournement de ça, c'est que comme c'est un équipement invisible, qui n'est là que pour faire chier les automobilistes, bien sûr, eh bien, on a retourné le stigmate et les gens l'ont enfilé fièrement. Voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est pas Ségolène Royal avec son projet de démocratie participative qui s'est fait piquer l'idée par les Gilets jaunes, Bright Moonstar. Eh bien, oui, sachant que ce n'est pas Ségolène Royal qui a inventé l'idée de la démocratie participative quand même. Tout de même. Alors tu peux changer d'image, hein, parce qu'on va passer à autre chose pour les Gilets jaunes. L'image suivante ou l'image l'image suivante. L'image suivante. Ouais. Okay. Il y a du mouvement quand même chez les Gilets jaunes. Alors et là on retombe sur du terrain connu, et moi je vous avoue ça me rassure, hein. C'est-à-dire que on va peut-être avoir des mouvements un peu plus construits et disons identifiables. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a des porte-paroles qui ont émergé, hein, qui sont faits simplement les gens qui ont la main sur les groupes ou les pages les plus vues, hein. Éric Drouet, Flyrider, là c'est Maxime Nicole, et donc Jacqueline Moureau qui a été la première à être médiatisée. Bonjour à toi Matsu, et merci de venir. Et donc quand même, donc ça s'organise, c'est un peu obligatoire, mais de toute façon, au début il n'y avait pas de porte-parole qui devait émerger, mais de fait, il y a des gens qui sont sortis de la masse, hein, que ce soit Drouet, donc Moureau, qui a été conspué par une partie des Gilets jaunes, mais qui veut lancer donc son parti politique. Alors le Parisien est sympa parce qu'ils ont mis le parti politique, mais elle avait dit que ce serait un parti politique apolitique. Donc on verra comment elle arrive à s'en sortir. Et donc on a un nom, hein, puisque l'article du 7 janvier du Parisien nous dit que ça s'appellera Les Émergents. Très joli. Je sais pas, j'espère que... peut-être qu'elle a été conseillée par une agence de com, allez savoir. Qui êtes-vous, Madame Moureau? Et donc on verra, hein, on va suivre ça de près, hein, savoir si elle fait quelque chose, s'il y a une liste aux européennes par exemple, parce que c'est quand même la prochaine échéance électorale. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir les petits partis, Manif pour tous, essayer de récupérer les Rednecks, Gilets jaunes et Flyrider partir en mode Alex Jones. C'est finalement pas si nouveau. Bravo pour ce parallèle avec les États-Unis, même si ça a ses limites. Ça peut ressembler à ça. Maintenant, je pense que la récupération Manif pour tous des Gilets jaunes est un échec colossal parce que ça se voit comme le nom au milieu de la figure, et surtout que les Gilets jaunes sont pas du tout sur ces thèmes. Mais pas du tout. Je pense qu'ils sont plus intéressés par... Oui, la tienne à toi aussi, ouais. Non, je montrais la tasse Acropolis. Ils sont plus intéressés par le 80 km/h, enfin pour s'opposer au 80 km/h que s'opposer au mariage pour tous. Alors que la manif pour tous, au 80 km/h, ils s'en foutent pas mal, je pense. Donc je pense pas que ça puisse être une récupération qui fonctionne. La différence, c'est que si un porte-parole se grille ou fait de la merde, il perd toute crédibilité et n'est plus écouté ou suivi. Eh ben non, à Lilloa, justement, j'ai l'impression que les mecs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et ils continuent d'être suivis par assez de monde pour qu'ils se sentent encore légitimes, quoi. Bon, voilà, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai cru voir passer pas mal de bêtises de la part de certains porte-parole et ils sont toujours là, quoi. Le soutien... le conspirationnisme de Maxime Nicole, par exemple, ça le fait pas perdre de la crédibilité, quoi. Alors, il y a donc le parti apolitique de Jacqueline Moureau. On peut passer à l'image suivante, si tu veux. Il y a... alors, j'ai pas d'image à l'intérieur, bien sûr, hein, mais il y a quelque chose qui va s'appeler Gilets jaunes, le mouvement, qui est donc, en fait, qui a été hébergé par Bernard Tapie. Parce que Bernard Tapie, les plus vieux d'entre nous, ou si vous avez suivi une de mes émissions de l'Europe Bordel où je revenais sur les anciennes listes, hein, n'est-ce pas, Bernard Tapie, homme politique des années 90, est propriétaire du journal La Provence.
et Nanar. Merci Perceval. La combine à Nanar. Et c'est vraiment burné. Et donc en fait, il a invité les gilets jaunes, enfin des gilets jaunes, pardon, à tenir une réunion dans ses locaux pour qu'ils puissent tout simplement créer éventuellement un mouvement. Et donc très sobrement, ils ont dit qu'ils avaient créé un mouvement qui s'appelle le mouvement, qui apparemment n'a pas de visée politique, en tout cas pour l'instant. Ils ont dit qu'ils ne présenteraient pas de liste aux européennes. Alors les figures du mouvement, il y a un certain Ek Shainian, voilà. Et voilà, c'est tout. Il me semble qu'il y avait le Vavasseur aussi, mais je suis pas sûr. Alors Buzzy Elephant, je ne sais pas si Tapi a honte de rien ou pas, mais on verra. On verra. Et donc il ne montre pas de liste aux européennes. Alors ensuite, eh bien, nous avons par contre 2 listes qui se tentent aux européennes. Vas-y, hop. Alors déjà, notre Francis National, hein, Francis Lalanne. Voilà, go David, tu vois, tu le demandes et paf, Francis Lalanne est déjà là. Donc Francis Lalanne qui veut monter une liste aux européennes. Il a déjà fait des tentatives dans ce genre-là. Hein. Il a été au moins parrain ou peut-être candidat, j'ai pas vérifié, mais pour les écologistes avec Jean-Marc Governatori. Vous pouvez googler tout ça. Jean-Marc Governatori, c'est une espèce de serial entrepreneur politique qui dépose des tas et des tas de noms de mouvements politiques et puis qui après en récupère un peu qui essaye de préempter aussi le champ de l'écologie. On avait beaucoup rigolé en 2010 parce qu'il disait qu'il avait déposé Europe Écologie, donc il voulait attaquer Europe Écologie pour ne plus utiliser Europe Écologie. Sauf que ça n'était jamais servi et qu'une liste s'était appelée Europe Écologie en 79. Donc l'antériorité, c'était pas pour lui. On avait bien rigolé à ce moment-là. Alors, Alias, tu tapes Moureau dans Google et première les gilets jaunes. Maxime Nicole remplace Jacqueline Moureau. Si je maintiens, si un gilet jaune dit ou fait trop de caca, il se fait zapper, il est pas nommé pour une durée ou quoi. Ouais, sauf que la différence entre Jacqueline Moureau et Fly Rider ou Maxime Nicole, c'est que Jacqueline Moureau, elle ne donnait pas un groupe. Éric Drouet, c'est pareil, il tient un groupe qui s'appelle La Force en colère, si je me trompe pas, et ça, on peut pas les virer. Donc en fait, ils sont propriétaires d'un espace qui est devenu un espace privilégié pour le débat et la prise d'information. Et il n'y a pas de possibilité de... Il n'y a pas d'institution et d'instance pour leur dire écoute, tu démissionnes et on met quelqu'un d'autre en fait. Et c'est vrai, Ginibal, Jacqueline Mouroux nous défendra contre les chemtrails et peut-être aussi nous fera rencontrer les ectoplasmes de nos ancêtres pour pouvoir leur toucher 2-3 mots et savoir ce que ça a fait d'être de l'autre côté. Et il y a une autre liste, alors ça, on n'a pas de nouvelles depuis qu'ils ont fait cette superbe photo paritaire dans un jardin. C'est Alexandre Jardin, donc l'auteur, oui, l'écrivain, qui avait aussi lancé le mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, ou les Zèbres, je ne sais plus. Il avait tenté de faire un mouvement politique, il avait voulu se présenter à la présidentielle, attention, et finalement il avait soutenu Macron, je ne sais plus par quelle pirouette. Bref, c'est un type qui est fait par la politique depuis quelques années déjà. Hein, et là, visiblement, il a vu dans les Gilets jaunes l'occasion de monter une liste, sachant que c'est quand même beaucoup moins difficile d'avoir 75 noms pour monter une liste nationale que de réunir 500 signatures de maires de toute la France et être candidat à la présidentielle. Le budget n'est pas le même et surtout, c'est vachement plus facile d'avoir une centaine de potes pour faire une liste paritaire parce que ça c'est obligatoire. Donc les messieurs au-dessus de moi là vont devoir trouver le même nombre de femmes hein, parce que sinon ils n'auront pas le droit de déposer leur liste tout simplement. Et donc on verra si ils arrivent à faire une liste. Alors ce qui serait beau, ce serait une liste Jardin, Lalanne. Est-ce que ce serait pas un peu ton rêve à toi? Francis Lalanne dans mon jardin, non, pas forcément. Ah oui, non. Pas spécifique. Ah, c'était pas ça la question, d'accord. Non, mais c'est très drôle. Non, c'est très drôle. Je sais pas si très drôle, c'est le terme exact, mais c'était une tentative de jeu de mots, on va dire. Non, mais oui, très bien, très bien. On fait ce qu'on peut. Hein. Oui, Perceval et Cladus, j'assume leur genre, tout à fait. Mais je crois pas qu'il y ait d'ambiguïté avec ces messieurs. Après, je suis ouvert à tout. Hein. Je ne les connais pas, c'est vrai. Peut-être que je les mets genre. Lalanne, il aime les arbres. Oui, alors il aime les arbres, il aime l'équipe de France de football, il aime sa guitare, sa moutarde, ses bottes. Sa moutarde. Je dis sa moutarde. Je veux dire sa barbe. Tu penses trop à Sylvain. Hein. Arrête, hein, lâche-le un peu. Hein, c'est Dijon. Voilà, mais bon, France là, il n'y a pas grand chose à dire. Ce serait rigolo qu'ils arrivent. Bon,
rigolo, hein, qu'ils arrivent à monter leur liste, on verrait bien. Ce qui pourrait d'ailleurs dire, peut-être qu'ils vont fusionner, effectivement, peut-être qu'ils font avec les émergents de Jacqueline Moureau, et peut-être même que s'ils font un score, il y en a un qui irait siéger au Parlement européen, et qui donc toucheront, eh bien, écoutez, 6 000 € par mois au moins, plus les frais afférents, le train gratuit, et puis bien sûr les enveloppes pour les assistants parlementaires, et surtout à quel groupe ils siégeront, mais bon, ça ce sont des questions pour Et l'Europe, bordel. Toutefois, il y a une question qui est passée sur... ils sont pas avec. Est-ce qu'on aura un parti comme Podemos, nous demande Captain Facom. Eh bien, si un parti émerge de la part des Gilets jaunes, il y a plus de chances que ça ressemble au mouvement 5 étoiles italien qu'à Podemos en Espagne. J'explique, hein, Podemos, c'est plutôt un parti qui ressemble à la France Insoumise. Et d'ailleurs, en fait, la France Insoumise est largement inspirée des démarches et même de la plateforme programmatique de Podemos. Alors que donc, si les Gilets jaunes, de par la manière dont ils sont arrivés, c'est-à-dire la prééminence des réseaux sociaux, les sujets abordés, la démocratie plus ou moins directe, etc., ce serait plutôt proche donc, du mouvement 5 étoiles, qui à l'origine était lancé autour de la personnalité de Beppe Grillo, ce qui ne sera pas le cas des Gilets jaunes, puisqu'il n'y a pas de personnalité au centre. Hein. Beppe Grillo, italien, lance le mouvement 5 étoiles. Et c'est comme ça que le mouvement s'est lancé. Maintenant, il n'y est plus, mais bon, le mouvement existe toujours. Et d'ailleurs, je vous rappelle, au pouvoir en Italie, hein, allié avec l'extrême droite de la Lega. Et voilà. Mais alors, ce lien entre les Gilets jaunes et le mouvement 5 étoiles, le M5S, il peut se voir dans la mesure où Luigi Di Maio a proposé de rencontrer Éric Drouet et donc Brigitte Virginie Levavasseur, je ne sais plus son prénom, et surtout propose aussi le 5 étoiles propose de fournir aux Gilets jaunes leur plateforme numérique qui s'appelle Rousseau, oui, comme Jean-Jacques Rousseau, qui est en fait leur logiciel pour les votes en interne, la rédaction du programme, etc., etc. Comme la Rousseau aussi. Comme la Rousseau, voilà. Mais qui a écrit beaucoup moins que Jean-Jacques Rousseau. Tout à fait. Alors, Peter Dezer, non, je ne pense pas que les Gilets jaunes, c'est un mouvement orienté extrême droite. Même si il y a des indices sur certaines personnes des Gilets jaunes qui pencheraient beaucoup plus fortement vers l'extrême droite. Surtout dans les porte-paroles nationaux. Après, le problème, c'est que comme le mouvement, il n'a pas d'organisation, et donc tout le monde y amène ce qu'il veut, il n'y a pas eu de carton rouge, pour reprendre les cartons rouges que s'est pris Raphaël à FIFA tout à l'heure. Ah, il voulait le placer. Fallait le placer quand même quelque part. Terrible. Eh bien, les gens ont pu arriver avec de l'antisémitisme, avec de l'antiparlementarisme primaire, des choses, des délires sur les francs-maçons, du sexisme, etc. Chacun avait le droit à la parole, il n'y avait pas de limite. Et donc, effectivement, eh bien, il y a des aspects des Gilets jaunes qui peuvent s'orienter vers l'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens à l'extrême droite sont, des Gilets jaunes sont à l'extrême droite. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi la discrétion assez relative, assez importante plutôt même, du Rassemblement national qui n'a pas chaussé ses gros sabots pour la récupération des Gilets jaunes, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui quand même n'y est pas allé par quatre chemins, quoi. C'est dans le bingo carton rouge. Non, c'était une blague, un petit défi entre Raphaël et moi. Don Dorgan, les zèbres, un rapport avec le mouvement communautaire de génie à haut potentiel autoproclamé. Oui, c'est le même, exactement. Les zèbres, ce sont des gens à haut potentiel, des surdoués, mais il ne faut pas le dire comme ça. Merci Perceval de m'avoir intronisé grand maître de la loge acropolienne d'Ivry. Ça fait bien plaisir. J'espère que tu seras au temple jeudi prochain. Ni gauche ni droite, c'est ça que disait très fortement un gars dans les années 30 en France. C'est qu'on sait toujours pas, je ne suis pas xénophobe, mais qui disait ça dans les années 30 en France Drio Non, comment Ça m'intéresse les années 30. J'aime beaucoup les années 30. Ils se disent apolitiques, mais je dirais plutôt apartisans, le vin être loup. Oui, t'as raison, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent apolitiques, mais ils confondent avec le fait que, en fait, ils veulent dire qu'ils sont dans aucun parti, et en fait, parce qu'on fait tous de la politique, quoi. Sauf que le mouvement ne prend pas l'ensemble des hop. Haut potentiel, machin. D'accord. Non, mais moi, je veux pas me rentrer dans des débats sur les scissions entre les personnes qui se revendiquent haut potentiel ou surdouées, et s'ils se sentent représentés par les zèbres, Alexandre Jardin ou n'importe quelle autre association, Bleu, Blanc, Zèbre et compagnie, hein, s'il vous plaît. Non, merci. Vraiment, s'il vous plaît. Je veux pas rentrer là-dedans. Hein. C'est trop risqué. Alors, sinon, il y a un débat qui va arriver en France, et là, c'est le moment de faire la phrase type de Acropolis. Et vous en pensez quoi de ce grand débat, hein?
Il n'y a pas une image spéciale grand débat? Non? C'était les J'ai gilets jaunes? j'ai ça. Ah voilà, C'était ça, ouais. c'était ça. Oui, bon. Ouais, bon. C'est pas C'est le, réellement. c'est le montage Paint de Tian Chouard. Voilà. Donc, oui, parce que déjà, bon, qui va mener ce débat après le retrait de Chantal Joanneau, hein? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous voulez aller dans ce débat? Bonne année à toi aussi, Cowboy Étoile. Et oh là là, j'ai du mal. Hein. Vous y diriez quoi à ce débat si vous y alliez, en fait, hein? Est-ce que vous auriez envie d'y aller? Et ce serait pour dire quoi? J'attends de voir pour le grand débat, mais j'ai pas grand espoir. Fandam, d'accord. Et sur le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est plus ouvert que le référendum d'initiative populaire qu'on connaît en France et qui est inapplicable parce qu'il demande beaucoup trop de signatures, est-ce que vous pensez que ce serait une solution à tout en fait? Oh, 1 an pour Fandam aussi. Hey, Merci. bravo, c'est beaucoup de 1 an là en ce moment. Ça fait Tout à fait. plaisir. Plaisir. C'est bien de vous voir revenir et de vous réabonner. Ça, c'est vraiment C'est chouette. beau. C'est beau. Ah ouais, non, ça fait plaisir. On aime ça. On aime beaucoup. Bah, on aime beaucoup l'argent surtout. Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'était mais pas on aime l'argent, c'est ouais, pas le bah. débat, oui. Bah, sinon, ouais, je serais pas là. Hein. Sinon, je ne serais pas là. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle forme il va prendre ce débat, Alain Zurich. Alain Chabat pour allumer le débat. Oui, ça aurait de la gueule. J'ai vu ça sur Twitter. Des gens disent faut que ce soit Alain Chabat. Ça, c'est l'effet Burger Quiz. Qu'est-ce que vous voulez? Pour le moment, il y a un débat entre Enthoven et je sais plus qui sur RMC déjà prévu. Ça sent bon, lol. Oui, Buzz Elephant, il me semble que Enthoven il va rencontrer Chouard même, non? C'est pas ça? C'est pas un débat Enthoven-Chouard? Un truc bien rigolo, quoi. Ah, merci Claudius, 1 an, Cacopolis, partenaire Twitch, coïncidence avec les 1 an de sub. Ouais, ça serait peut-être aller trop vite en besogne. Hein. On ne sait pas. Ah oui, Philippot a déposé le nom de gilet jaune, c'est une récup énervante. Oui, en effet. Oui, oui. Mais là aussi, c'est les gros sabots dont je parlais tout à l'heure. Hein. J'ai oublié Philippot. J'ai oublié. Et alors, s'il y avait un RIC, là, vous proposeriez quoi comme sujet, vous? Qu'est-ce que vous feriez quoi? La question, c'est faut-il faire un débat, peut-être? Je sais pas. Les Suisses aussi, non. Oui, alors les Suisses ont beaucoup de votations. Exactement. Ils votent souvent. Ça fait rire les Français parce qu'en France, on vote que pour les élections. Hein. On fait très très peu de référendums. On doit avoir, je sais pas, 12 référendums dans la 5ème République, dont certains qui étaient, où les gens allaient voter, mais l'enjeu n'était pas. C'était quoi le dernier en date déjà? Ah, le dernier, c'était 2005. Il n'y en a pas eu depuis, non? Alors, excuse-moi, en 2005, j'étais pas forcément. Je te rappelle que je suis un peu jeune. Je ne te reproche rien, voyons, je ne te reproche rien. Non, mais Non, c'est 2005, comme c'était une évidence. Ah oui, non, mais c'était pour moi. Je suis désolé. Et Adrien. 2005. Et avant ça, il y en avait eu en 2000 sur le quinquennat. Oui, ça, je sais qu'il y avait eu ça. Ouais, les gens n'étaient pas allés voter parce que tout le monde s'en foutait. Et je ne sais pas ce qu'est un référendum à choix multiple, hein, par contre, à Zurich. En France, ça n'existe pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible. Par contre, on peut faire plusieurs référendums. Alors là, voilà le bordel, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire on ne fait pas cocher sur les bulletins en France. Après, il n'y avait pas une histoire, alors c'est pas en France, mais pour le Brexit, il n'y a pas une histoire de référendum avec 3 choix différents. Genre, j'avais vu un graphique que tu avais partagé. Ça est possible de faire quand même un vote avec 3 choix en France, je sais pas. En France, je ne sais pas. De toute façon, le référendum, à choix multiple, ouais, non. C'est clairement de base, c'est oui ou non, quoi. C'est pas. Bah, c'est ça. C'est pas censé. Oh là, attention, là, Tonky Pills qui s'est lâché, donc un débat, ok, pourquoi pas, pour avoir comme revendication le RIC, la baisse des taxes sur les pots de plus rien assistés. D'accord, donc c'est la TVA en fait. Les contrôles et réductions des trains de vie des représentants du peuple. Ok. Mais ça, je comprends pas pourquoi il y a une telle obsession sur. Si je comprends un peu, mais c'est pas le plus gros du budget hein, en fait. Et le retour de l'ISF. Ok. D'accord. Le référendum n'est pas un peu biaisé. Oui, non, ça laisse beaucoup de place à exprimer une opinion. Bah oui, c'est bien le problème, Mid. C'est que c'est la question qui fait tout en fait. Si un référendum est décidé, il faudrait également s'assurer qu'aucun sondage ne sorte pour influencer l'opinion publique. On a vu ce que ça a donné aux élections. Alors, Goldavis, ça va être difficile d'interdire les sondages quand même. Hein. Vraiment très très difficile en fait. Par ailleurs, je sais pas si les sondages influencent, parce que les sondages du TCE justement en 2005 étaient pro-oui à mort en janvier. Le oui devait passer à 76%. Et puis on a vu que voilà, finalement le oui a gagné à 53-54%. Quoi. Donc
C'est pas parce qu'il y a des sondages que ça influence les gens. Hein. De toute façon, il y a toujours avant chaque élection, il y a toujours des sujets qui font sur les sondages où ils expliquent comment ça fonctionne, ce que ça peut avoir une influence, etc. Donc, Oui, je crois oui. qu'à chaque fois, ils en arrivent à la conclusion que En fait, les sondages. c'est compliqué de décider de vraiment voir si ça a un impact en fait. Donc, Ça peut en avoir hein, parfois sur des gens qui ont un vote très tactique où ils se disent bon ok machin il va faire un score tout pourri donc je vais voter pour lui. Ça peut aider, oui, peut-être plus les gens qui savent pas se décider quoi, en se disant je suis la majorité ou l'inverse, je suis le contraire, la minorité. J'ai du mal à voir le RIC utilisable dans la 5ème République. En fait, ça me semble même dangereux dans le sens où ça pourrait devenir un outil de plébiscite, ce qui serait absolument pas démocratique. De toute façon, s'il y a un sondage comme le RIC en France, il y aura les limites constitutionnelles, hein, de toute façon. Donc, c'est pas possible de faire voter des choses qui contreviendraient à la Constitution et aussi aux engagements internationaux. Et notamment, on parle beaucoup de la peine de mort. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé sur le tapis, mais pour rétablir la peine de mort, ça impliquerait de quitter le Conseil de l'Europe, déjà, l'Union européenne aussi. Voilà, c'est peut-être un peu cher payé pour guillotiner 3-4 personnes par an quand même. Voilà, je lis comme ça. Peut-être que le référendum est un plébiscite parce qu'il n'est pas assez utilisé. Oui, c'est possible, hein, Nibal. Effectivement, à chaque fois. Le référendum de 2000, vu que l'enjeu était faiblard, en fait, il n'a pas eu le temps de. Il était remporté, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement était plutôt du côté du 5 ans, du quinquennat, et c'est passé. En fait, il y a très peu de référendums qui ont été perdus. On s'en rappelle, ça boum, quoi. Genre 69 de Gaulle, 2005 le TCE. Mais en fait, les référendums des années 80-90, par exemple sur les accords de Nouméa, les Français sont allés voter pour. Hein. Après, je dis pas qu'ils sont tous allés voter pour, mais les gens ont dit oui, Nouméa, la Calédonie, ils ont le droit d'aller de réfléchir à leur indépendance. Je parle pas de référendum de l'année dernière, hein, je parle bien de celui des années 90. Non, Alioa, je parlais, je sais pas si ce qui fait que tout le monde s'est mis à parler de la peine de mort. Je pense que c'est un peu le point, une espèce de point Godwin du débat, c'est-à-dire je pose la peine de mort sur la table, comme ça, c'est le sujet lourd, quoi. Un truc qui te pose comme un humaniste, parce que toi, tu n'en reviendrais jamais là-dessus. Et comme ça, après, tu peux aussi dévaloriser ton adversaire en faisant croire qu'il veut faire des débats et des référendums sur n'importe quoi. Bon, sauf qu'il y a eu des responsables politiques comme Fabien Roussel, hein, du PCF, et puis aussi Éric Coquerel, c'est ça? Non, pas Coquerel. Zut, le député de Montreuil. Excusez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Le député insoumis de Montreuil, s'il vous plaît, je veux son nom. Merci. En Suisse, il y a des votations sur des sujets assez pointus. Oui, effectivement. Et en France, on entend parler surtout des sujets type interdiction des minarets, qui a été voté par ailleurs. Voilà. Corbière, merci Don Dorgane. Oui, il y a donc Roussel et Corbière, hein, respectivement du PC et des Insoumis, qui avaient laissé entendre que oui, on pouvait mettre sur la table le mariage pour tous, la peine de mort, etc. Qu'aucun sujet était tabou. Et bon, voilà, mais je sais pas ce qui leur aurait passé par la tête en fait, parce que d'une part, c'est pas la peine de mort est pas dans la revendication des Gilets jaunes. Enfin, je l'ai vu dans aucune plateforme, aucun tract, rien. Et le mariage pour tous non plus d'ailleurs. Pour le coup, c'est vraiment c'est arrivé ça parce que la Manif pour tous a envoyé des gens voter sur la plateforme du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Et donc, forcément, comme ils sont très organisés, 5000 personnes sont allées voter contre le mariage pour tous. Un truc assez facile à faire sur les plateformes en ligne. À l'ILOH, on pourrait faire un référendum à la Suisse à voter pour l'interdiction des minarets et contre un revenu universel. Oui, c'est ça, c'est le référendum. Après, les gens ils votent ce qu'ils ont envie de voter en fait. On pourrait faire un référendum sur la polygamie, l'inclusion de la religion dans l'État, moins de droits aux femmes et pénalisation de l'homosexualité. Mais franchement, c'est pas crédible quoi. Non, c'est tout l'intérêt de mettre des garde-fous hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que tu dis on fait des référendums, mais ce ne sont pas sur des questions budgétaires par exemple. Ça ne concerne pas les droits. On peut décider de mettre ce genre de limite en fait, tout simplement. Oui, Psy 99, je pense que Roussel s'est fait entourber par Bourdin. Mais ça, tout le monde s'est fait entourber par Bourdin. Il y a une façon de poser les questions qui fait qu'après, t'es acculé, tu sais pas quoi répondre. Et je pense que plein de gens s'en fait avoir. Même y compris les plus grands. N'est-ce pas? Absolument. Ségolène Royal, Fabien Roussel, Jean-François Copé. Ils ont beaucoup à se faire avoir quand même. Est-ce que ce serait pas temps de passer peut-être les 15h15? Et oui, les 15h15, exactement. Je vous présentais le parti de notre invité. Hein. Aimé Césaire, bravo, Cowboy Étoile. Alors le Césaire, c'est
Le Conseil économique, social et environnemental régional, hein, ce sont les instances, enfin les déclinaisons régionales du CESE, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant, par ailleurs. Ok, alors ne disez pas trop du mal de nos amis les Suisses, hein, il y a parce qu'il y a peut-être des francophones suisses qui nous regardent, hein. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans le chat et vous êtes suisse, défendez votre pays, hein. N'hésitez pas. Alors, donc debout la France. Tada, je me lève ou pas? Non. Excellent. Alors, excellent, bravo. Merci. Une reprise de l'année en fanfare. Donc Debout la France, je vais vous présenter très rapidement. Alors, notre invité est de Debout les Jeunes, mais comment vous présenter Debout les Jeunes sans vous présenter Debout la France, hein, qui est donc, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui en est le président fondateur depuis plus de 10 ans. Et lui-même, donc, notre cher NDA, hein, puisque c'est son diminutif, et il a été maire de Hyères dans l'Essonne pendant 22 ans, hein, en cumulant avec le poste de député pendant que c'était légal, pendant 20 ans, et il n'est désormais plus que député, donc député de l'Essonne. Et alors le parti en tant que tel, Debout la France, tout d'abord, il s'est appelé Debout la République. Donc vous voyez l'ancien logo là, avec aussi l'affiche de l'élection, des élections européennes de 2009, qui est la première élection où NDA concourait en tant que parti indépendant. Et moi, je fais la liaison, en fait, chez Eric Ladus. Je dis Dupont-Aignan, mais je ne sais pas, peut-être que c'est Dupont-Aignan, mais je m'en tirerai en disant NDA. Voilà, la petite pirouette. Et en fait, avant sa fondation en 2008, eh bien, figurez-vous que c'était un courant du RPR, ça nous remonte loin tout ça, et de l'UMP, en fait, hein, donc l'ancien nom, bien sûr, de Les Républicains. Alors que nous avons un franco-suisse qui vit au Québec et qui n'est pas sûr de vouloir défendre la Suisse. Ok. Bon, en tout cas, bon courage au Québec, où il doit être encore le matin et il doit faire bigrement frisquet aussi. Et donc, c'est un courant qu'il a créé en 1999, au siècle précédent, rendez-vous compte, sur une ligne qu'on peut qualifier plutôt de souverainiste, hein, et il a réalisé des bons scores au congrès du RPR et de l'UMP, puisqu'il a fait 15 et 10% face à des poids lourds de l'époque, comme Juppé et Sarkozy. Quand même, hein, c'est-à-dire que la tradition des congrès chez les gaullistes comme le RPR, c'est plutôt il y a une seule liste et puis elle fait 98%. Et donc là, NDA, il avait quand même fait un score tout à fait honorable, notamment 15 contre Juppé, c'est pas mal. Voilà, on peut dire que c'est pas mal. Et 10% face à Sarkozy lors du congrès de fondation de l'UMP, si ma mémoire est bonne. Tout simplement. Non, Mazou, Debout la France, c'est Debout la République. On n'est pas un parti royaliste, hein, et d'ailleurs, Debout la République, t'es rarement royaliste quand tu t'appelles Debout la République, quand même. Voilà. Bon, même s'ils ont lâché la République, mais c'est pas un parti royaliste. On pourra demander à Martin après, plus précisément, mais j'ai jamais entendu Dupont-Aignan défendre la monarchie. Peut-être qu'il aime bien la reine d'Angleterre, je sais pas, mais voilà, c'est tout. Donc c'est la défense du oui en fait par l'UMP en 2005 qui crée les conditions du départ, hein, et la scission elle est officielle en 2007 et Debout la République donc fait son congrès fondateur en novembre 2008. Voilà. Et à ce moment-là ils changent de nom, en fait bon donc là ils font des élections tout ça, bon vous pourrez trouver ça sur Wikipédia, hein, n'est-ce pas, parce que on n'est pas là pour ça. Le parti change de nom à son congrès en octobre 2014 et devient Debout la France. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, donc, il troque la République contre la France, enfin contre la nation en fait. Est-ce que c'est logique plus identitaire, plus souverainiste? Je ne sais pas. Alors la dernière présidentielle, il a réalisé le score, ma foi, tout à fait honorable de 4,7% des voix, son meilleur score à ce jour à cette élection. Il était 6e sur 11 et au deuxième tour, il est le seul candidat à soutenir Marine Le Pen pour le deuxième tour. Merci Ecladus, dans la même logique, les mecs d'En Marche sont souvent en voiture. Ok, ouais, merci. Merci. Allez reprendre un café s'il vous plaît. Hein. Donc le mouvement de jeunesse de Debout la France s'appelle Debout les jeunes, hein, à ne pas confondre avec Debout les zouzous, qui lui est le matin sur France 5. Donc, eh bien, Debout les jeunes, c'est le mouvement de jeunesse officiel du parti, et comme le logo l'indique là, c'est les jeunes de Debout la France, issus vraiment de son giron. Hein, très peu de temps après la constitution du parti, ils ont fait leur assemblée générale fondatrice en septembre 2009. C'était aux universités de rentrée de Debout la République à Dourdan, dans l'Essonne. Oui, alors beaucoup de choses de Debout la France, Debout la République se passent en Essonne, hein, parce qu'en fait, comme c'est un parti qui tourne beaucoup autour de Nicolas Dupont-Aignan, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent en Essonne. Mazou, les rêves de jeune papa. Oui, alors il est encore trop jeune. Hein,
ça va venir, mais ce sera plus tard. Donc en fait, le premier président, il s'appelait Laurent Soro, et voilà, apparemment, il a quitté la politique parce que je n'ai pas trouvé de traces de cet homme à part donc sur un site universitaire. Donc, est-ce que c'est un homonyme? Est-ce qu'il a arrêté la politique pour se consacrer à la recherche et à l'enseignement? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, là, depuis juin 2018, c'est un certain Valentin Rebuffa qui a été nommé. Alors lui, il n'a pas été élu apparemment. Et il succède donc à Alexandre Loubet, qui, lui, par contre, fait toute la politique, puisqu'il est responsable de la jeunesse, il me semble, au sein de Debout la France. Un peu comme RPF, qui est une scission du RPR, République France. Oui, alors en plus, dans la mesure, peut-être, parce que dans la mesure où Nicolas Dupont-Aignan était assez proche de Pasqua et de Villiers au tout début de la constitution de ce courant et du parti. C'était la grande époque de l'Alliance Pasqua de Villiers, dont on a parlé dans Et leur bordel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est possible que ce soit un peu ça. Mais voilà, je me suis toujours interrogé sur ce changement de nom, ça m'a toujours fait bizarre. Mais bon, visiblement, ça l'a pas porté préjudice, puisqu'en fait, il n'a jamais fait d'aussi bons scores. Et les sondages sont extrêmement bons pour lui, là, dans les européennes, puisqu'il y a des sondages qui l'ont mis à 8-7%. Ce qui le mettrait devant les écolos, devant le PS, devant quasiment toute la gauche, en fait. Donc je pense que là, ça doit aller, quoi. Alors dans chaque département, les jeunes adhérents, en fait, ça a l'air très intégré, en fait, à Debout les jeunes, a l'air très intégré à Debout la France, puisque les jeunes adhérents et militants de Debout la France, dans chaque département, se retrouvent représentés par un délégué jeune, et après il y a une coordination régionale. Alors, et en plus, j'ai pas pu en savoir beaucoup plus, parce que figurez-vous que ce mouvement n'a plus de site web. Je sais qu'il en existait un, puisque l'URL est deboutlesjeunes.fr existe, et qu'il y a même un parti, un article sur le site de Debout la France qui dit qu'en 2013, le site de Debout les Jeunes a fait peau neuve, mais aujourd'hui, vous tombez, si vous allez sur cette URL, deboutslafrance.fr, sur la page Facebook de Debout les Jeunes, mais qui, elle, est à jour par contre. C'est toujours ça de mieux que les Jeunes Républicains, dont leur communication est toujours figée depuis septembre. D'accord. Septembre dernier, voilà. Si vous y avez un Jeune Républicain parmi vous, s'il peut dire à ces instances que je veux vraiment inviter quelqu'un du Bureau national Jeune Républicain, ça me ferait vraiment plaisir. Oran, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, rappelez-moi s'il vous plaît. Vous avez mon numéro. Merci. Donc oui, et cette page à jour et réactive, puisque eh bien, c'est grâce à eux que j'ai pu contacter l'équipe de Debout les Jeunes. Et donc toutes ces questions qu'on se pose sur pourquoi la France et pas la République, êtes-vous royaliste, combien avez-vous d'adhérents? Oui, donc à l'ILOH, je ne sais pas si c'est que dalle, il me semble que c'est plusieurs milliers, au moins entre 15 et 20 000 de mémoire. J'ai pas noté, mais ils revendiquent, je crois, 20 000 adhérents. Je suis pas certain, mais ce serait pas étonnant non plus. Donc oui, faites chauffer vos questions, restez là. Dans le temps du petit jingle de 2 minutes, il y aura Martin à côté de moi, et vous pourrez lui poser vos questions. À tout à l'heure.
Micro. Salut, bienvenue à nouveau. Et donc Martin m'a rejoint. Bonjour Martin. Bonjour Adrien. Et merci d'avoir répondu à l'invitation d'Acropolis. Merci à cette invitation. Et donc on va commencer. Mais alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en tant que vice-président de Debout les Jeunes, c'est ça ? Alors, vice-président de Debout les Jeunes, je suis militant depuis le 25 mars 2015 exactement. J'ai milité un an en tant qu'on va dire militant de la base. Puis ensuite, je suis devenu, donc tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au DDJ, donc je suis devenu délégué départemental de Paris. Ce que j'ai occupé pendant 2 ans, et puis voilà la suite de la nomination de Valentin Rebuffa à la tête des jeunes en juin 2018. Et bien voilà, il m'a confié la mission d'être vice-président, donc en l'occurrence de représenter les jeunes quand lui ne le pouvait pas. D'accord, parce que Valentin est président, c'est ça ? Il est président, en fait lui, disons qu'il gère les aspects peut-être un peu plus ennuyeux du parti, donc gérer déjà tous les jeunes de France. Moi, il m'a confié en plus de ça la gestion des jeunes de l'Île-de-France. D'accord. Donc en fait, voilà, je coordonne le militantisme sur le terrain. Moi qui connais là pour le coup le tractage, l'écolage sur le terrain pendant 3 ans, il a estimé légitime que je puisse gérer ça, en tout cas Île-de-France, parce que c'est quand même un gros morceau, et ce qui lui enlève une partie, et puis une partie du travail. Et puis en fait, on s'organise autour d'un bureau national des jeunes. Je compare ça au gouvernement, en fait, c'est une espèce de bureau pour gérer les jeunes sur toute la France. Donc l'exécutif, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi c'est l'Île-de-France, et puis il y a 2 camarades qui font l'Est de la France et l'autre l'Ouest, et les dom-tom, voilà. Ah oui, c'est une grosse... Ah oui, bien sûr. Voilà. Après, je suis limite content d'avoir que l'Île-de-France, parce parce qu'en plus, j'ai la possibilité de me déplacer dans les départements concernés, vu que c'est pas très loin, quoi. D'accord. Alors justement, il y avait une question là tout à l'heure, c'était combien d'adhérents en fait à Debout ? On va parler de Debout les Jeunes en fait. Oui, de Debout les Jeunes, simplement. Ou alors en tout, les deux. C'est 20 000 revendiqués en 2018 en tout, et puis sur les jeunes, on est sur alors là c'est une fourchette large, je suis entre 5 000 et 7 000. D'accord. On va dire ça comme c'est ça. le chiffre que Nibal a trouvé d'ailleurs dans le chat, 6 000. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Et Claudius demande, c'est vrai, tu as dit camarade. Des camarades, c'est-à-dire quand ça. C'est un terme plutôt de gauche. Oui. Mais alors là c'est très très intéressant, parce qu'on va partir déjà là dans la politique. En fait, je ne me sens pas de droite spécialement. En fait, à Debout la France, on est plutôt économiquement protectionniste, ce que j'estime être une sensibilité plutôt de gauche. Et en fait, oui, camarade, il n'y a aucun problème. Non, mais moi j'ai pas de problème. Ah non, mais je veux dire, moi j'ai aucun problème. Je ressens ça comme des camarades. Je peux même ressentir un sentiment de camaraderie avec des militants d'autres partis, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a Van Marx qui demande ce que pense Debout la France du matérialisme dialectique. Oula, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Bon. D'accord. Alors, Perceval demande à combien peut-on estimer... Ah non, pardon, c'était la question, c'était pas celle-là que je voulais... Oui, non, c'est Nibal qui demande, donc DLF représente des valeurs traditionnelles dans lesquelles je crois. Oui. C'est quoi les valeurs traditionnelles ? Apparemment, c'est une phrase que tu as prononcée. Où ça, en fait, Nibal dans une interview quelque part ? Donc à DLF, c'est ça, on défend des valeurs traditionnelles, c'est ça ? Oui. Bon, voilà. Eh bien, tout simplement, en fait, déjà, il y a une espèce de reconnaissance de l'autorité de l'État qui est une tradition française. Alors, en fait, à mon sens, on confond le pouvoir d'Emmanuel Macron avec l'autorité de l'État. Ce que je veux dire, c'est que l'outil est bon, c'est-à-dire que l'État, à mon sens, est bon et est une valeur traditionnelle à défendre, sauf que Emmanuel Macron en fait un mauvais usage. Donc, c'est l'artisan qui est mauvais et pas l'outil. Après, voilà, par exemple, donc c'est la défense de l'État et puis les bases de l'État, c'est-à-dire la famille. Donc la famille, après, ça peut être large, c'est-à-dire des internautes pourraient se dire, on va parler d'avortement, on peut parler du mariage, donc on peut vous parler du mariage pour tous tout à l'heure avec les gilets jaunes. Mais voilà, c'est une certaine défense en fait de l'ordre, de la hiérarchie aussi. Donc ce sont des mots qui font un peu peur comme ça, mais en fait c'est revenir à l'ordre, à la hiérarchie, et puis on va dire à des concepts un peu plus sain, c'est-à-dire la défense des derniers bastions, on va dire, anticapitalistes, qui pour moi en tout cas sont notamment la famille. La famille serait un bastion anticapitaliste. Ah, tout à fait, parce qu'en fait la famille en soi n'est pas une institution, si je puis dire ça comme ça, parce que le mariage est entre guillemets une institution. Oui, je voilà, c'est une institution qui ne consomme pas,
Quand on est une famille, on a plus la sensation de conserver, de faire des économies, de ne pas être dans l'achat immédiat. Ce que je veux dire, c'est qu'on met de côté pour défendre sa famille en cas de besoins médicaux pour l'éducation, etc. Ce sont effectivement... c'est quand on n'a pas d'enfants qu'on consomme plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ce sont les valeurs traditionnelles, en fait, si on pouvait résumer, pour moi, ce sont défendre les remparts au capitalisme. C'est cela qui nous distingue des mouvements de gauche. Qui pensent que voilà, en faisant de l'individualisme à outrance, on va abattre le capitalisme, mais ce n'est pas notre conception. Alors, pour résumer, c'est une question qui arrive là. Quand tu dis revenir aux valeurs d'avant, c'est quoi le terme à quand on s'arrête en fait. À quand on s'arrête, disons qu'entre guillemets aux valeurs. C'est-à-dire, moi, je ressens chez des gens d'ailleurs qui votent de beaucoup de bords, en tout cas très différents. Revenir aux valeurs, c'est entre guillemets le contraire de la révolution. Alors, je ne fais pas référence forcément à la Révolution française, etc. Mais tous les mouvements de gauche ou d'extrême gauche qui veulent faire la révolution en disant qu'il faut abattre le père, qu'il faut abattre l'État, qu'il faut tout égaliser, je ne pense pas que ce soit la solution. En fait, revenir aux valeurs, c'est déjà une certaine idée de l'homme d'essayer de revenir à une situation avant que l'homme soit juste un consommateur, en fait. Je pense qu'il y avait une idée principale, c'est revenir à une situation où, tout simplement, on arrêtait d'acheter à outrance, à des prix fous, d'ailleurs. Enfin, moi, je prends l'exemple de l'iPhone, par exemple, qui coûte, là, j'ai 1300 €, j'ai vu, par exemple, pour le dernier iPhone. Enfin, moi, je trouve ça totalement ahurissant de payer 1300 € pour un téléphone, sachant qu'il a coûté 50 € à la construction. Et une voiture à 25 000, ça va ? Ah, une voiture à 25 000 ? Non, moi je trouve ça scandaleux aussi. Après, si c'est fabriqué en France, non, là je trouverais pas ça scandaleux. Parce qu'on défend justement nos compatriotes qui travaillent. Donc voilà, en fait, c'est ça ce que j'appelle, c'est revenir à une situation où l'homme n'était pas consommateur et n'était pas aliéné par sa consommation. J'ai un discours très socialiste, très de gauche comme ça, j'ai l'impression, mais je sais pas. mais voilà, en fait, c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se distingue particulièrement. Je reviens là, je fais un peu de politique, mais pour ça qu'on se distingue d'ailleurs des républicains qui eux sont beaucoup plus sur le libéralisme, sur le fait de faire venir plus de gens dans notre pays pour pouvoir faire des pressions à la baisse sur les salaires, etc. Donc le problème des républicains, c'est qu'ils se contentent juste de leur compte en banque et que l'avenir de la France n'est pas dans leurs préoccupations. Et les républicains, ils défendent l'arrivée d'immigration ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de baisser drastiquement, c'est que leur idéologie est celle de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que je dis à beaucoup de militants républicains, leur dire, mais partez chez Macron, vous avez les LR dans 2 ans, c'est terminé. Et franchement, bon, alors après, Macron, je sais pas combien de temps il va durer, mais moi, à leur place, je leur dis, mais LR, voilà, aux européennes, ils baissent drastiquement. Il n'est pas impossible que des LF dépassent LR aux européennes. Je leur dis allez à la République en marche, parce qu'il n'y a rien qui vous distingue, parce que vous ne proposez pas justement de diminuer, on va dire, l'impact des banques, des grands capitaux dans notre pays, parce que votre projet, justement, c'est de conserver votre patrimoine. Voilà. Donc, et puis si je devais finir, d'ailleurs, justement, pour revenir aux valeurs traditionnelles et au fait, et à revenir à une situation anti-consumériste, entre guillemets, c'est que c'est un mot de Jaurès, c'est la nation est le seul bien des pauvres. C'est que c'est un patrimoine immatériel qui nous rassemble tous, et il n'y a pas de distinction, justement, à faire entre les pauvres et les riches. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à une société plus saine, en tout cas. Alors, il y a Azuri qui demande donc, respect de l'État, de l'ordre, anti-révolution. Du coup, alors, vous êtes anti-gilets jaunes ? Anti-gilets jaunes ? Non, absolument pas, parce que alors je m'attendais évidemment à cette question, donc je reviens sur ce que je disais sur le mauvais artisan et le bon outil. C'est que, en fait, je pense que la base des Français est justement sur ce que je viens de dire, sur l'anticonsumérisme, entre guillemets. C'est-à-dire que eux, ils veulent les gilets jaunes globalement, parce que c'est sur les taxes, mais globalement, c'est sur l'idée de vivre dignement de leur travail. Et justement, je pense que les gilets jaunes veulent revenir à un certain ordre, parce qu'en fait, Emmanuel Macron ne représente l'autorité comme ça, mais c'est le désordre libéral, c'est la jungle libérale qu'il nous propose. Et c'est les gilets jaunes veulent revenir à ça. Et j'ajouterais à ça que les gens qui disent oui, je suis d'accord avec les gilets jaunes, mais ils abusent sur les violences.
Mais à un moment donné, si on veut se faire entendre, voilà quoi, faut cramer des choses. Enfin, je veux dire, pour le dire très, très, très honnêtement. Donc, je pense que oui, les Gilets jaunes veulent un État qui protège. Et disons, je pense qu'il n'y aurait pas de problème de taxes, d'augmentation de taxes, si les retombées étaient effectives sur le peuple français. Et ce n'est pas ça. Et en fait, je pense que on parle que de l'augmentation des taxes, mais on ne parle pas du fait qu'en fait, justement, ces taxes n'ont pas de retombées pratiques sur les gens. Et c'est pour ça qu'ils se fâchent. Par exemple, dans les pays scandinaves, la fiscalité est très élevée, mais il y a des retombées concrètes, voilà, sur la vie des gens, sur la qualité de vie, le mode de vie, etc. C'est là que Debout la France défend le service public de proximité. Tout à fait. Voilà. Donc, remettre des postes dans tous les villages. Alors, remettre des postes dans tous les villages. L'avantage de remettre des postes dans tous les villages, c'est déjà de faire revivre ces villages. Alors, là, on parle de fonctionnaires ou on parle de la poste, petits c'est pas le service public, oui. C'est un peu particulier. Mais non, mais c'était une vraie question. Hein, non, mais il n'y a pas de piège. L'idée, en fait, je pense que l'une des mesures pour faire revivre le pays, entre guillemets, c'est voilà, justement de développer la vie en province, tout simplement. Déjà, il y a beaucoup de gens qui quittent Paris parce que ça devient intenable au niveau des loyers, se loger à Paris. Je dis ça parce qu'en fait, répartir un peu plus les Français sur le territoire, ça permettrait déjà une égalité des territoires. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient rester chez eux, mais voilà, par manque de travail, décident de partir, tout simplement. Alors, il y a 2 questions sur le Rassemblement national. Une sur l'alliance, enfin le soutien de Nicolas Dupont-Aignan au deuxième tour. Et la question était tournée comme ça, c'est quand est-ce que vous sentez le mieux, quand il a soutenu ou quand ça s'est terminé. Et en fait, après, qu'est-ce qui vous différencie entre Debout la France et le RN? Alors, moi, j'ai adhéré en 2015 pour Debout la France parce que Nicolas Dupont-Aignan avait, à mon sens, avait fait un premier acte de courage, à savoir quitter l'UMP, donc en 2008, au moment où il a créé DLR, et au moment où l'UMP était quand même au pouvoir. Donc je le tiens à préciser, il n'y a pas beaucoup de gens qui quittent un parti quand il arrive au pouvoir. Et le deuxième acte de courage, effectivement, ça a été de soutenir Marine Le Pen, ne pas s'allier, parce que on confond souvent les deux. En fait, nous ne sommes pas le même parti. Alors, donc je vais dire après en quoi on est différenciés. Mais moi, j'ai trouvé ça très sain de casser cette digue. J'ai trouvé ça courageux, comme je l'ai dit. Et j'ai d'autant plus soutenu Nicolas Dupont-Aignan après ça, parce que je pense que ça permet de donner enfin une voix et de donner une certaine envergure à notre candidat qui, voilà, il faut le dire, était encore assez modeste il y a quelques temps et qui a beaucoup plus de visibilité aujourd'hui, il faut bien le dire. Alors qu'est-ce qui nous différencie ? Écoutez, d'un point de vue très personnel, je trouve Marine Le Pen incompétente. On va peut-être sans doute me taper sur les doigts dans mon parti pour me dire qu'il faut que je défende le Rassemblement national, etc. Nous sommes des partis qui globalement avons la même vision, pour la France. Malheureusement, je pense que Marine Le Pen ne peut pas porter le projet que nous avons globalement en commun, parce que les Français vont bloquer sur la personnalité, et je pense que Dupont-Aignan rassure beaucoup plus à ce niveau-là. Voilà, peut-être que je me trompe, mais sinon je ne serais pas dans ce parti. Il serait plus propre, il ne se serait pas effondré en débat face à Macron? Ça aurait été saura jamais. Oui, c'est sûr, on peut toujours spéculer. Après, moi, je trouve que ça aurait été difficile de faire pire ou même décaler Marine Le Pen. Enfin, je trouve ça scandaleux. J'ai des amis au Rassemblement national. Je leur dis, mais je ne comprends pas que vous ayez adhéré après ça, quoi. Je ne comprends pas, parce que là, c'était un message. Il y avait un espoir, on va dire, pour beaucoup de gens de mon bord et pour beaucoup de Français. C'était le rendez-vous de sa vie. Elle ne l'a Enfin, je sais pas si elle l'a préparé, mais j'espère qu'elle l'a pas préparé, parce que si elle l'avait préparé, là, ça aurait été encore pire. Moi, j'ai été absolument scandalisé. Donc, tout simplement, oui, non, je pense que c'était pas très compliqué de faire mieux. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que déjà Macron a été mauvais, mais Le Pen a été tellement mauvaise que malheureusement, on n'a pas vu que Macron avait été pire. J'ai l'impression d'avoir revu, alors j'étais encore jeune, mais d'avoir revu Jean-Marie Le Pen en 2002, qui en fait, qui est passé au second tour, qui est arrivé au second tour, mais
qui l'avouait à demi-mot dans les interviews, dire que que le FN, c'était seulement pour emmerder le système. Alors, Qui, par ailleurs, n'a pas fait de débat en fait. Chirac oui, avait voilà, refusé. alors, Chirac a refusé, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, en voyant Marine Le Pen en 2017, qu'elle a fait un débat, mais que c'était, voilà, encore une fois, pour conforter sa position d'opposant et pas de gouvernement, et c'est ça qui m'a le plus déçu, en fait. D'accord. Alors, Eclatus demande si tu as vu la vidéo de Mister J-Day qui parlait de la communication numérique de Nicolas Dupont-Aignan Oui. pour la présidentielle. Et Oui, si alors là j'ai plus beaucoup de vidéos parce que j'ai eu beaucoup de vidéos, mais je sais, il y avait peut-être un point en particulier, je sais pas où il le précise. non. Enfin, ce que tu en as pensé en fait. Je l'ai trouvé assez juste. Et si des souvenirs que j'ai, je suis assez honnête, hein, je l'ai trouvé assez juste. Il me semble, oui, en fait, nous essayons de nous améliorer sur la communication à Debout la France. Avec le peu de moyens que nous avons, parce que voilà, à un moment donné, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais j'ai l'impression que les gens pensent que tout le monde est comme, on va dire, bon, j'allais dire comme l'UEP et les PS, parce que peut-être que ça répond Le plus au PS a changé. voilà, non, voilà, c'est ça, ça a bien changé, mais voilà, en fait, bon, heureusement, ça change, ça évolue, mais le parti, nous le tenons par la force des bras, des gens qui nous aident en nous finançant. Donc les moyens financiers sont limités même pour les grands partis en général. D'ailleurs, il y a toujours de l'argent qui manque. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup des candidats même, il y a eu Mélenchon, j'ai vu qui s'était fait rattraper sur les comptes de campagne, etc. Il y a toujours des problèmes d'argent dans tous les partis politiques. Et j'ai trouvé que les critiques étaient fondées et relativement objectives. Donc j'ai trouvé ça appréciable. D'accord. Bonjour à toi, la mouette. Donc non, ce n'est pas un chat d'extrême droite ici, c'est une émission Party Time d'Acropolis. Ouais. Et j'avais comme invité un représentant d'un mouvement de jeunesse après plein d'autres au dernier trimestre 2018. Et donc il s'agit de Martin, j'ai oublié le nom. Barbier Saint-Hilaire, merci. Ah oui, en plus il est là, j'ai mes notes, merci beaucoup, bravo. C'est un peu long. Qui est donc vice-président de Debout les jeunes, le mouvement de jeunesse de Debout la France, dont tu vois le logo. Hop, voilà, au-dessus, voilà, ma tête dans le coin en haut, à droite de ton écran. Mais il faudra qu'on me définisse un jour extrême droite, parce que j'ai l'impression qu'on y met. Mais alors, il y avait une question sur c'est quoi la gauche pour toi et c'est quoi la droite. Oula. Parce que visiblement, Debout la France serait un peu à gauche sur des sujets économiques. Oui, ok. Alors, il faut savoir déjà qu'en 2012, la plupart des électeurs de Dupont-Aignan, même si voilà, il est fait 1,79% en 2012, la plupart des électeurs du Dupont-Aignan avaient voté pour Hollande au second tour. C'est pour ça que en fait, ça me dépasse un peu cette opposition gauche-droite. En fait, l'opposition qui existe aujourd'hui n'est plus à gauche ni à droite. En fait, c'est les mondialistes contre les patriotes. C'est à peu près l'idée. Finalement, c'est l'analyse de Macron. Comment ? C'est l'analyse de Macron en fait. C'est Macron le mondialiste contre les patriotes que je pense nous représentons en Debout la France, le Rassemblement national. Après, je peux extrapoler avec Jean Lassalle, éventuellement, voilà quoi, une défense en fait du pays contre la terre entière, on va dire ça comme ça. C'est donc gauche-droite. Moi, j'estime que socialement, je suis de gauche. Voilà, en fait, ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi on met le curseur. Quelles sont nos priorités ? Est-ce que c'est l'identité ? Est-ce que c'est faire venir beaucoup de gens de pauvres dans notre pays pour les aider ? Voilà, toujours c'est des questions qui peuvent en plus vous parlez de monarchie de monarchie tout à l'heure, mais en fait il existe beaucoup de monarchistes de gauche, donc ce n'est pas incompatible. Oui, non, d'accord. Enfin, je veux dire, les monarchistes sont marginaux déjà. Non, alors les monarchistes en eux-mêmes ne sont pas spécialement nombreux, c'est vrai, mais au sein de ce mouvement, il n'y a pas, c'est pas spécialement l'apanage de la droite. Voilà. Alors il y a une question de Nibal01, tu partages du Radio Courtoisie, du RT France, Open Mic, que penses-tu des médias en France ? Les médias en France. Vaste sujet. J'ai cru comprendre que la liberté de la presse en France, on était 34e mondial sur la liberté de la presse. Alors, sur 180. Ouais, c'est pas énorme, hein, je trouve, hein, pour les pays des droits de l'homme, etc. Non, je trouve ça vraiment pas énorme. Pour moi, c'était minimum du top 5 ou du top 10, quoi. Mais bon, 34, c'est compliqué. Le problème, c'est l'indépendance, quoi. C'est en fait quand on est financé par quelqu'un, c'est à qui on doit cette information.
Là, tu parlais de Bernard Tapie qui possède la Provence. Bon, voilà, quand la Provence publie quelque chose, c'est qu'il publie quelque chose en faveur de Bernard Tapie, directement ou indirectement, pour ses intérêts à lui. Le problème, c'est que la plupart des médias sont possédés par 8 milliardaires français, donc les Pinault, les Drahi, les Arnaud, etc. Et le problème, c'est que même les... Alors, si j'ai partagé Radio Courtoisie et RT, c'est que j'y suis passé, en l'occurrence. Mais bon, Radio Courtoisie au moins a le mérite de ne dépendre d'aucun financement public, il y a peu de médias officiels en France qui peut s'en vanter. Les médias officiels. Bah de médias, on va dire officiels oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que j'ai vu une blague sur Facebook qui disait que Christophe Barbier avait conservé son poste de porte-parole du gouvernement. C'est le fait, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que quand on se rend pas compte, en fait, parfois de la pression qu'il y a dans un pays, on s'en rend compte que quand on sort de ce pays, en fait. Et je connais des gens, voilà, qui sont étrangers, ou des Français qui vivent à l'étranger, ils sont hallucinés de voir à quel point l'information est subjective en France, quoi. Des Russes, par exemple? Des Russes, ou non, moi j'ai un ami allemand par exemple, ou en Thaïlande, enfin voilà, ils disent que c'est en France, c'est une catastrophe et qu'on nous. Mais bon. Je sais pas si les médias thaïlandais c'est un bon exemple, hein, Non. depuis la junte au pouvoir quand même. Non, mais totalement, mais c'est de la famille française qui habite là-bas, voilà. Bon, en tout cas, forcément, c'est pas forcément. Non, mais c'est ça le pire, c'est quand quelqu'un qui vient de Thaïlande dit ça, c'est quand même drôle, quoi. Enfin, c'est assez affolant, les gens se rendent pas compte, mais bon, ce qui me rassure aussi, c'est que justement, il y a des médias comme celui-là, voilà, sur YouTube, sur Twitch, il y a d'autres plateformes qui permettent de s'exprimer. Moi, mais jamais de la vie, on m'aurait invité sur ce genre de plateforme s'il était un peu plus, entre guillemets, connu et vu du grand public, quoi. Donc, et très bien, et je pense que ça va dépasser les médias classiques, quoi. Parce que plus personne les écoute, et plus personne n'en veut, et puis on met de plus en plus de subventions d'État, donc c'est une évidence que, en fait, financer les libertés d'expression des médias, à un moment donné, si ça colle pas trop avec l'idéologie dominante de l'État, voilà, ça va pas coller, quoi. Alors, il y avait une question. Ah oui, ça. Est-ce que donc c'est Perceval qui demande si DLF compte participer au grand débat national? Oui, tout à fait. Ça serait une bonne chose, effectivement. Donc dans les faits, c'est-à-dire que nous, en fait, par exemple, on a envoyé hier mercredi, une caravane justement pour dans toute la travers les 95 départements de la France pendant un mois pour aller à la rencontre des gilets jaunes et avoir des revendications et voir, on va dire, les revendications émergentes. J'ai un petit peu peur que ce grand débat national soit un petit peu occulté. J'ai l'impression qu'il ne sera pas vrai, malheureusement. Je ne sais pas si réellement les revendications réelles, on va dire, des Gilets jaunes et prioritaires seront prises en compte. Après, moi, je ne les connais pas, très honnêtement. Voilà, je n'ai pas d'arrière-pensée quand je dis ça. Je ne suis pas sûr. Là, on parle du mariage pour tous ou du RIC. Je ne sais, je vois de plus en plus de revendications, certaines sont contradictoires, de plus en plus de leaders qui émergent. Donc voilà, Maxime Nicole, Francis Lalanne, Jacqueline Moreau. Francis Lalanne, c'est pour une liste pour l'instant, c'est pas trop non, mais voilà, même Jacqueline Moreau, où je sais pas si c'est vraiment revendiqué Gilets jaunes, parce qu'elle veut appeler ça les émergents. Ouais. Donc je pense que personne n'osera s'appeler les Gilets jaunes, hein, parce que. Florian Philippot a déposé le nom. Bravo à lui. Bravo à lui, oui, il faut bien survivre, hein, le pauvre. Bon, ouais. Mais en tout cas, oui, tout à fait. En fait, on a fait un meeting le 1er décembre, en fait, pour pouvoir voir ce qu'il y avait en commun entre le programme de Debout la France et les Gilets jaunes. Certains de mauvaise foi diraient que c'est de la récupération politique. Moi, je dirais qu'on essaye tout simplement de répondre à nos concitoyens. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas attendu les Gilets jaunes pour taper sur les taxes, notamment des autoroutes, quand il avait levé les barrages, les barrières à Saint-Arnaud en Yvelines au péage. Donc on n'a pas attendu les Gilets jaunes pour ça. Et alors, Findam demande quel est le positionnement de DLF, de Debout la France, sur les revendications de la transition écologique. J'imagine que Findam veut parler d'énergie surtout. Oui. Alors en fait, il y avait... on va essayer de... Alors la transition écologique, donc l'écologie en général, ou oui, voilà, c'est-à-dire... On va commencer par l'énergie, puis après on verra si Findam précise sa question. Alors,
J'avoue que là, je me suis pas attendu à cette question. Ah, Et, ça peut être pointu parfois. oui, ça peut. Oui, bah, je suis allé un petit peu comme ça sans notes et tout. En fait, l'idée, c'est surtout investir en fait dans des énergies propres, en favorisant en fait justement la production par des ouvriers français, je veux dire par des Français tout simplement. En fait, l'idée, c'est pour l'instant de continuer à utiliser le nucléaire tant que ce n'est pas, tant que des alternatives ne sont pas proposées, quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Et en fait, défiscaliser, voilà, faire des baisses d'impôts dans l'investissement d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. D'accord, donc Debout la France n'est plus anti-éolienne alors. Et pas éolienne, alors je disais éolienne, ça pouvait être. Voilà, je parle aussi des turbines hydrauliques, etc. C'est plus large que Hydrolien, d'accord. Voilà. Et merci à Neverline pour ton abonnement via Twitch Prime. 9 mois d'affilée, c'est bien de penser à renouveler son Twitch Prime. N'oubliez pas d'enlever Twitch Prime. Merci, vous connaissez Twitch Prime, merci Neverline. Donc c'est vrai que vous parlez pas d'écologie chez DLF. Eh Tom Gaillard. ben, alors je Il vais n'a pas eu le bon tract. je vais vous dire très franchement, je le regrette beaucoup. J'avais moi-même écrit le programme écologique il y a 4 ans du parti. J'avais demandé, j'ai une amie qui est anarchiste écologique, etc. Donc je lui ai demandé de m'aider à écrire ce programme. Et en fait, effectivement, je le regrette, et même d'ailleurs les partis, on va dire, les mouvements on va dire, de droite souverainiste, enfin, j'aime pas trop ce genre Faut bien d'étiquette. qualifié. Oui, voilà, mais on va dire mouvement voilà, de droite. Je regrette que ce soit pas plus le cas, d'autant que je trouve ça absurde le concept de parti écologiste, parce que c'est comme si, enfin, tout un parti n'était que sur l'écologie. Je trouve ça assez absurde. En fait, ça devrait être une partie de chaque parti, en fait, c'est une évidence. Et bon, cela dit, je trouve que notre idéologie est parfaitement compatible, parce que ça permet en fait de renouer avec le commerce de proximité, arrêter de faire des commerces absurdes avec les pays étrangers, etc. C'est-à-dire acheter des pommes en Australie, par exemple, il n'y a pas plus absurde économiquement et écologiquement. Donc en fait, c'est parfaitement compatible. Effectivement, moi je regrette qu'on ne l'exploite pas plus, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus, ça c'est sûr. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan, comme maire par exemple, a fait du bio dans les cantines de hier? Je n'ai aucune idée. C'est intéressant de savoir en fait. C'est fort possible. Franchement, là, très franchement, je ne sais pas. C'est vrai qu'on pense pas tout de suite à l'écologie quand on pense à Debout la France, mais Oui, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que notre programme indirectement est plus écolo que le programme écolo du parti écolo. d'accord. Et le retour des frontières, c'est un peu le retour des produits de proximité. Peter Dezer. C'est une question ou c'est une interrogation sur un Peter Dezer? Alors, il y a un mot qui me chagrine dans cette phrase. Fermeture des C'est frontières? fermeture. Alors, une fermeture, ça n'existe pas. Une fermeture de frontières, ça n'a jamais existé, en fait. Même sous Louis XIV, mais ça n'a jamais existé. En fait, la seule fermeture de frontières, ou enfin, il doit y en avoir d'autres, dans le monde, c'est, j'allais dire, la Corée du Nord, et encore, je suis pas sûr, parce qu'on peut partir, on peut prendre un vol depuis la Chine pour aller. Ça n'existe pas, la fermeture de frontières. Nous, ce dont on parle, c'est la régulation, ce qui n'est pas normal. Quand chacun des internautes et des gens qui sont dans cette pièce quitte son chez lui, il ferme la porte à clé. Mais ça n'empêche pas d'inviter des amis, d'inviter la famille. Ça s'appelle réguler, ça s'appelle contrôler les gens qui viennent et qui sortent de chez soi, ce qui me paraît la base, en fait. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, la politique, c'est faire du commun, en fait. Mais en fait, c'est faire du commun avec des individualités. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve bon d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, doit s'appliquer au niveau individuel et inversement. C'est-à-dire que si on juge bon de fermer sa porte en quittant son appartement le matin, je vois pas pourquoi on jugerait pas bon de contrôler nos frontières. C'est aussi logique que ça. Alors, Karl Marx dit qu'un pays, c'est pas une maison. J'allais dire presque pareil d'ailleurs. Oui. C'est un lieu commun, pas un lieu privé. Mais c'est un lieu privé pour les 66 millions de Français, bien sûr. C'est un lieu privé. Et les 66 millions de Français ont parfaitement le droit de savoir qui vient chez eux. Alors privé et public, je sais pas comment on peut dire ça, mais si, c'est notre maison. C'est déjà régulé, non? Parce qu'on n'en donne pas des visas à n'importe qui déjà. Hein.
Mais déjà, il y a l'espace Schengen qui est absolument, qui est absolument scandaleux. Je ne vais même pas parler des migrants parce que là, on va aller un peu loin, ça va être un peu long. Mais globalement, non, c'est absolument pas régulé. Ça, c'est faux. Moi, j'aimerais bien parler de la Suisse tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien avoir des quotas, des quotas d'immigration pour avoir des gens qui viennent chez nous pour tout simplement pour aider la France. En fait, c'est pas, moi, je veux bien qu'on aide des gens. Mais sauf qu'il ne faut pas que ce soit à sens unique. À un moment donné, quand on demande quelque chose, il faut qu'il y ait un retour, c'est l'échange. Et la Suisse, c'est dans Schengen d'ailleurs. Oui, tout à fait. La Suisse, tout à fait. La Suisse est dans Schengen, tout à fait. Mais en fait, ils votent quand même un quota d'immigration chaque année. Donc il y a quand même un contrôle réel. Et donc je sais plus ce que je disais juste avant, là, j'avoue, sur. Donc régulation plus que ce qui se fait déjà actuellement alors. Non, mais je disais, voilà, par rapport aux migrants, je veux dire, si on trouve, pour moi, la condition sine qua non, c'est assimilation et travail. S'ils sont assimilés qu'il y a du travail, aucun problème. C'est aussi simple que ça. D'accord. Là, avec l'explosion du chômage, de la pauvreté en France, si ça, c'est pas une intention libérale de détruire notre nation, je vois pas. C'est pour ça qu'il y a une intention derrière de faire venir des gens pour. Oui. Oui. Mais par qui? Alors, alors là, on va me traiter de complotiste, etc. C'est pas du tout un complot. Pour moi, c'est parfaitement assumé par les grands dirigeants occidentaux, etc. C'est qu'en fait, on a depuis mai 68, et bon, même si je d'extrapoler depuis la Révolution française, une espèce de haine de la nation qu'il faut absolument remplacer par le libéralisme. Donc, pour moi, en fait, clairement, on parlait de retourner avant à quoi, mais moi, en fait, c'est avant Giscard. C'est 74. Toutes les bêtises libérales qui ont été faites, donc après poursuivies en 83 par Mitterrand, c'est exactement ça, quoi. C'est une volonté de détruire parce que nos élites détestent notre pays, je pense, et chacune. Je sais pas si Mitterrand il détestait la France quand même. Je pense que ce que je veux dire, c'est que c'est pas une haine comme ça anti-français, c'est une haine sur si on fait une rencontre entre Emmanuel Macron et un paysan de Lot-et-Garonne, vous allez voir le changement d'ambiance, quoi. Ça n'aura rien à voir. Ça, quoi. On mettait Louis XIV devant le même paysan de Dordogne, la haine était très différente. Enfin, la haine, il y a beaucoup de différences également. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que même Pompidou, hein. C'était quand même un grand bourgeois. Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si y a une là, il n'y a pas qu'une différence de classe sociale. Là, il y a une différence de vision, de vision pour la France. Macron nous parle de start-up, le paysan, qu'est-ce qui nous parle de start-up, quoi. Le paysan, il a un ordinateur aussi. Non, mais il a un tracteur contrôlé par bien satellite. sûr. Il a des trucs, mais au moins il vit de son travail avec sa carotte, c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, là on part. Emmanuel Macron nous parle d'un monde virtuel où les migrants peuvent venir chez nous parce qu'en fait les hommes sont hors sol, ils peuvent changer de pays comme ça, un peu à la carte. C'est un peu le monde uberisé, Airbnbisé, si je peux dire. Mais j'ai pas constaté l'augmentation, un discours pro-immigration très prononcé sous Macron. On refuse des bateaux. C'est pas lui. Mais en fait, quand vous parlez tout à l'heure du fait qu'il y a certaines mesures qui étaient faites par Hollande et pas par Macron, mais sauf que c'est la même logique depuis Giscard. En fait, c'est juste que il y a une dynamique Giscard, on va dire Mitterrand, et après c'est juste qu'il n'y a pas eu de réforme, et en fait ça ne fait qu'augmenter. La logique libérale ne fait qu'augmenter. Donc l'explosion de la famille, donc avec les facilités de divorce. Donc moi je fais du droit, je commence à connaître un peu justement les petits détails justement sur les évolutions de la famille, et la volonté de destruction de la famille. En fait, quand un juge, une jurisprudence, quand un juge prend une décision, il y a un côté politique. Quand on sait qu'énormément de juges, en plus, sont au syndicat de la magistrature et tout, ce sont des gens de 68, des trotskistes, etc. Il y a une volonté de détruire parce que la famille est encore le dernier rempart au libéralisme. Et c'est pas Macron qui a dit spécialement on va accorder plus d'immigration, mais quand il y a 200 000 entrées légales par an, c'est une volonté évidente de noyer démographiquement. Alors on va dire oui, 66 millions d'habitants, 200 000, c'est pas énorme. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il y a la culture. Ces gens-là apportent une culture, ils font des enfants, c'est exponentiel. Donc si Macron, en fait, c'est la passivité. Si Macron ne fait pas ça, c'est que c'est une volonté quand même de poursuivre cette logique. Alors il y a Mad Marx qui demande pourquoi c'est un problème que les familles aient plusieurs modèles et pas seulement un modèle entre guillemets traditionnel. Et d'ailleurs, Lorena demande si tu es anti-célibataire, quoi, s'il faut pas divorcer. Alors, moi je suis un enfant divorcé, donc à la base je suis pas super. Disons que je pense pas que ce soit spécialement une. Après, c'est
c'est très cool. Je suis pas anti-célibataire. Je veux dire, c'est pas la question. Je suis pas marié. J'ai pas encore de projet de faire quoi que ce soit de familial. Peut-être que l'internaute, en l'occurrence, parle de. C'était un peu une blague, je pense aussi. Hein. Ah oui, d'accord, ok. La vraie D'accord. question, c'est sur le modèle familial, en fait. Ah, donc peut-être qu'il sous-entend les familles monoparentales, homoparentales, etc. Enfin, peut-être c'est. Oui, ou simplement, enfin, pourquoi il faudrait ne pas simplifier le divorce? Ah, pourquoi il faudrait pas simplifier le design? Déjà, moi, en étant entre guillemets une preuve vivante, je l'ai extrêmement mal vécu. Je trouve que c'est. Après, là, est-ce qu'on parle de politique? Est-ce qu'on parle de personnel? Moi, je trouve que individuellement, on peut tout accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens sont malheureux, oui, pourquoi poursuivre? Mais sauf que malheureusement, aujourd'hui, on a une vision que individuelle et pas collective. Et d'un point de vue collectif, le mariage fait beaucoup plus de bien que le célibat. C'est une évidence, c'est un facteur de stabilité en fait dans une société, tout simplement. Parce qu'on appartient à une famille, on appartient à une nation, c'est aussi simple que ça. Bon voilà, les gens qui veulent rester, là je prends l'opposant inverse exprès et très caricaturé, mais en gros le Don Juan qui est très qui passe de fille en fille ou la fille qui passe de mec en mec, bon à la fin à 60 ans célibataire et tout, je suis pas sûr qu'elle ait une vie très gaie quoi. J'ai l'impression que disons que dans le mariage ou en tout cas faire des enfants, il y a quand même une logique de transmettre un patrimoine, de transmettre un héritage qui fait qu'on n'est pas juste des individus nés qui ayant vécu entre telle date et telle date, mais qu'on a une inscription dans le temps avec un passé et un avenir, tout simplement. Après, conception très personnelle, je l'admets. En effet. Eh bien, on va finir là-dessus. Hein. Merci pour vos questions. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre tenue aussi, n'est-ce pas? Merci aux modérateurs également. Donc, eh bien, on va s'arrêter là. Il est 16h03. On a dépassé les 100 spectateurs. C'est pas mal. Yeah. Merci beaucoup. Et bien, pensez à vous abonner, à vous réabonner. Pensez à nous follower si vous venez d'arriver. Et eh bien, je vous dis au revoir. Alors, je dois vous annoncer, quand même, Exact. j'ai noté ça, Bravo, que félicitations. le 25 janvier, il y a un apéropolis à Paris au café Politique Café. Politique Café. Ouais. Politique Café dans le 18e, Politique Café. Voilà. Le 25 janvier, là en soirée à Paris, donc un apéropolis. Merci aux gentils organisateurs. Et on fera d'autres appels, hein, ne vous inquiétez pas. Et eh bien c'est tout. Et oui, c'est ça, c'est Politique Café Alex Béraud dans le 18e, 25 janvier à partir de 19h. Et je vous retrouve à 18h30 pour Et l'Europe bordel. Je vais aller préparer l'émission. Salut, merci à Martin pour merci ses réponses. Et à tout à l'heure. Ciao.